Il y a de ces films qui, lorsque vous les découvrez, suscitent immédiatement une forme de fascination vertigineuse, promettant déjà, dans un avenir proche, de très nombreux autres visionnages. Il y a de ces films qui recèlent quelque chose d'étrange, de profondément malsain, oserais-je dire d'indéniablement maléfique, dans lesquels l'on peut se résoudre à ne plonger qu'une seule fois, car ce malaise que l'on a ressenti dans ces tréfonds a produit en nous une délicieuse souffrance, une horrible jouissance, desquelles nous désirons nous repaître encore et encore pour en saisir toutes les mystérieuses nuances. Il y a de ces films qui nous font toucher du doigt le pouvoir terrifiant et indicible de l'image, l'occulte qui l'habite, insaisissable, et pourtant nos yeux le captent, la caméra nous le révèle sans que nous ne puissions véritablement conceptualiser ce qui vient de se dérouler sous notre regard sidéré. Late Night with the Devil, des Australiens Cameron et Colin Cairns, fait clairement partie de cela, une œuvre extrêmement inquiétante et follement stimulante, voguant quelque part entre la comédie noire et l'horreur rétro, dans un bain found footage ballotté par un air très Lost Media. Un documentaire, narré au passage par Michael Ironside, nous propose d'assister au dernier épisode du Late Show Night Owls, jamais diffusé, de Jack Delroy, animateur populaire des 70s, qui ne parvient cependant pas à être le premier. Pire encore, depuis le décès foudroyant de sa femme, son retour sur le plateau ne rencontre pas le succès escompté. Les audiences sont en baisse. Il décide donc de tenter un coup de poker le soir d'Halloween 1977 et d'inviter divers intervenants pour traiter, expérimenter et critiquer l'hypothétique existence de phénomènes paranormaux. Un médium, un magicien zététicien et, clou du spectacle, une parapsychologue accompagnée d'une jeune fille soi-disant possédée sur laquelle elle a écrit un livre d'ores et déjà best-seller. Cet ultime opus de Night Owls, enfin visionnable, va progressivement nous mener aux confins de la folie, entre réalité et illusion, et peut-être même nous précipitera-t-il tout droit en enfer. Ce qui frappe tout d'abord, dès les premières minutes du métrage, c'est l'incroyable travail, l'étonnante minutie apportée dans la reconstitution de ce late show fictif, qui fonctionne sur le spectateur comme une capsule de voyage dans le temps. Nous sommes à la fin des 70s, et rien ne peut nous en faire douter. Ce rapport à la vérité que prétend nous transmettre l'image est un élément sur lequel nous reviendrons plus tard. Le faux documentaire prend d'ailleurs le temps de contextualiser ce à quoi nous allons assister, l'époque dans laquelle s'ancre l'émission de télévision, joue des préjugés que nous en avons et des mythes qui la parcourent et qui étaient l'apanage de ses contemporains. Tout cela est principalement incarné par un flot d'images violentes, réelles, presque infernales, qui déjà nous mettent dans la posture non du spectateur de cinéma, mais dans celle du téléspectateur qui regarde le monde par le prisme biaisé de la petite lucarne, et peut, face à l'horreur du monde, à n'importe quel moment, éteindre son poste pour que cet enfer ne contamine pas son quotidien. Et c'est sur ce premier point, très Hitchcockien, que Late Night with the Devil brille. Sa direction de spectateur. Le spectateur est avant tout acteur. Il est inclus dans le récit et cela va bien au-delà de la simple mise en abîme à laquelle se livre pourtant le film. La séquence d'hypnose à laquelle se livrera le zététicien, pivot narratif qui nous fait définitivement perdre pied dans le récit et qui ouvre soudainement au vertige et par là même à de nouveaux enjeux, est à ce titre particulièrement intéressante dans la mesure où elle s'adresse à l'ensemble des spectateurs. Celui qui se voit littéralement se faire hypnotiser,
les spectateurs sur le plateau, à savoir les autres intervenants, et le présentateur, les spectateurs présents dans la salle pour assister à l'enregistrement, et enfin, avant tout peut-être même, les spectateurs du film que nous sommes, transformés pour l'occasion en téléspectateurs de l'époque, de l'émission créée de toutes pièces. Et le spectateur que nous incarnons pour l'occasion se trouve contre son gré, sans que nous n'en ayons conscience, directement impliqué dans le processus hypnotique par le biais de l'image manipulée et manipulatrice. Lorsque nous constaterons, dans le même timing que les protagonistes et les spectateurs en live, que nous avons été les victimes consentantes, ça c'est à réfléchir, de la suggestion hypnotique, et donc de la suggestion cinématographique finalement, nous nous mettons alors à remettre en question tout ce dont nous avons eu l'impression d'être témoins. Ici évidemment, le film s'amuse de notre propension à tirer du vrai de l'image, à plus forte raison quand la fiction devient le double de la réalité, se déguise en son autre pour mieux nous piéger, emprisonner notre regard, marquer le contraste entre la normalité et l'anormalité, l'extraordinaire pour le rendre si ordinaire qu'il en devient sidérant. L'horreur, quand elle jaillit dans ce cadre, est grotesque et surtout redoutable parce qu'inattendue. Nous sommes bercés par ce late show old school tout à fait crédible, dont nous connaissons, mine de rien, les codes, la scénographie, quand bien même nous ne sommes pas américains. Il s'agit d'un archétype télévisuel qui a fait ses preuves et a donc été copié à de multiples reprises partout. Il y a cette façon d'exploiter le temps réel, de faire identité entre le temps vécu et le temps perçu, de ne pas céder à l'ellipse lors des coupures publicitaires, qui demeurent annoncées certes, mais sont comblées par le montage avec des images d'archives de coulisses durant ces pauses, nous révélant ce qui se trame derrière. L'autre trame, donc, que celle publique, expose dès lors la sphère privée et ses secrets, comme dans un tour de magie somme toute. Et pourtant, lors de ces images d'archives, de ces déambulations, si je puis dire, à l'intérieur des coulisses, nous n'apprendrons rien quant au potentiel secret qui se trame derrière les étranges phénomènes se déroulant lors de l'émission, ce qui rend beaucoup plus compliqué l'idée de trouver une réponse à tout cela. Il y a presque ici une démarche de démystification, mais finalement pour mieux mystifier. La démarche globale consiste dès lors, autant sur le fond que sur la forme, à interroger notre rapport à l'image, à ce qu'elle nous dit et à ce qu'elle nous cache, à ce qu'elle nous dit lorsqu'elle nous le cache. Évidemment, le parallèle avec la magie ne peut être évité, à plus forte raison parce que le zététicien est magicien, et il incarne celui qui révèle ce qui se cache sous ce que l'on croit être le vrai, parce qu'il est celui dont la discipline consiste à revendiquer qu'il cache quelque chose que le spectateur ne verra pas. Par ce biais, Late Night with the Devil triture donc la matière filmique, l'explore et l'explique par elle-même pour amener le spectateur à comprendre son rapport de manière ludique et sadique avec elle. Mais au-delà de ces considérations cinématographico-cinématographiques, si je puis dire, il y a quelque chose de plus dérangeant au cœur de tout cela, qui nous tire encore plus loin dans quelques profondeurs plus ésotériques, occultes, diaboliques. Je citerai ici Pat Sajak, présentateur de Wheel of Fortune jusqu'en 1981. Un jour, quelqu'un s'approchera trop près de la télévision, et celui-là, je le tirerai avec moi dans cet enfer. La télévision, dans son fonctionnement rituel au sens religieux du terme, dans la mesure où celle-ci scande notre journée par une grille de programmes cycliques, revêt une dimension infernale. Une émission populaire, comme celle que nous donne à voir Late Night with the Devil, inscrit donc un rituel dans le rituel, celui de la possession dans cette grande messe de fin de soirée, et l'épisode précis que nous découvrons se fait en plus en l'honneur d'une fête elle-même païenne, Halloween. Le tout s'achèvera dans un sacrifice sanglant, celui de l'innocence pervertie, celui que nous attendons. L'enfer sartrien est ici parfaitement mis en scène dans un huis clos, soumis au regard curieux, pervers, jugeant d'autrui. Jack, dont nous comprenons même si le mystère demeure entier qu'il appartient à une organisation cachée, a lui-même participé à quelques rituels également pas très catholiques. Lorsque le climax s'achève, que les ténèbres dévorent soudainement le Black Mirror pour nous confronter à notre propre regard, et que la lumière revient finalement par à coup pour révéler un double du plateau que nous connaissons, mais qui ne nous paraît horriblement plus familier, nous voilà précipités, embarqués dans son enfer, presque un écho à la Black Lodge de Twin Peaks,
un non-temps et un non-espace inquiétant, une forme d'espace liminal jonché de cadavres mais soudainement calme, alors même que l'enfer s'y est déchaîné. Ce n'était qu'un avant-goût, le prochain arrêt est le pire, froid, silencieux, labyrinthique, peuplé de souvenirs et de regrets. Le rituel devient dès lors le supplice sans fin d'un Jack Delroy consumé par son désir de célébrité, son opportunisme et sa quête insatiable d'attirer le regard infiniment vicieux du public, dont il devient l'esclave. Ce Late Night with the Devil devient dès lors un spectre d'émissions fictives qui donne l'impression, l'illusion de se répéter encore et encore, inlassablement, la caméra ayant capturé l'âme de ses protagonistes. Et pour revenir à Twin Peaks, et finalement à toute la pensée lynchienne autour de la télévision, il me paraît important de rappeler que chaque semaine, lorsque les épisodes justement étaient hebdomadaires, tous les individus américains se regroupaient autour de leur poste pour assister à ce crime rituel sordide qu'est la mort de Laura Palmer, et pour pouvoir se retrouver dans cette Black Lodge qui est encore une fois l'incarnation du plateau de télévision. Pour terminer, ce qui au visionnage m'a le plus perturbé et qui est une absolue nécessité que je réexplore, c'est le travail sur le regard. Celui du médium tout d'abord cherchant l'approbation, la confirmation des spectateurs pour valider les soi-disant messages transmis. Celui de Jack, le regard caméra du présentateur, somme toute, s'adressant à nous, spectateurs, devenus, nous le disions plus haut, téléspectateurs. Celui de son second, fuyant les yeux du magicien pour ne pas sombrer dans la transe hypnotique. Celui du magicien, nous fixant avant que le fondu enchaîné nous ramène sur la montre à gousset, devenue soudainement une spirale tournant sans fin. Celui de Lily, la jeune possédée refusant de soutenir le regard de Jack pour préférer nous regarder à travers la caméra, nous sourire parfois de façon étrangement inquiétante, paniquant d'autres. Enfin, le nôtre, quand, à l'issue du climax, le disais-je plus haut, nous nous retrouvions quelques secondes face à un écran noir, nous laissant face à notre propre reflet. Tout est fait pour nous impliquer au-delà des mots, à l'aune de la mise en scène, du cinéma somme toute. Nous faisons partie de cette réalité télévisuelle alternative qui imite la nôtre, comme la télévision elle-même imite elle aussi la réalité. Et dans ce jeu de miroir déformant, comme ce visage distordu qui apparaît dans la neige de la télévision, nous sommes finalement autant victimes que bourreaux, autant innocents que coupables, autant anges que démons. Ce que je vous dis ici n'a ni vocation à être une critique, ni ne donne un avis sur l'œuvre, quand bien même vous aurez certainement compris, entre les lignes, ou pas, que j'ai pris une claque. Vous trouverez donc ici quelques divagations cinématographico-philosophiques qui, je l'espère, pourront vous inspirer lors de votre découverte du film ou vous donneront du grain à moudre à la suite de votre première exploration. Ceci constitue une première baignade dans ce que j'appellerais les eaux claires.